11 juillet 2025, peuple du monde libre, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Aujourd'hui, une fois de plus, dans le cadre de l'émission Parole aux Africains, nous sommes avec nos deux éminents experts. À ma droite, il n'est plus à présenter, c'est Dr Mamadou Sylla Traoré. Et à ma gauche, c'est l'inspecteur de la douane à la retraite, M. Daniel Coulibaly. Comme sujet, nous allons parler un peu du Sénégal. Qu'est-ce qui se passe un peu? Parce que nous avons suivi la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko. Nous parlerons aussi des voyages des 5 chefs d'État. Ont-ils été invités ou si ça a été une convocation? Nous le saurons avec nos experts. Nous parlerons d'autres sujets encore. D'ici là, installez-vous confortablement. Recevez nos salutations une fois de plus avant que nos experts finissent peut-être de vous dire bonjour. Docteur, on commence par vous. Bonjour à tous les téléspectateurs de Gandhi Malien Télé. Bonjour à vous aussi, Général. Bonjour à mon co-débatteur et mon oncle, M. Coulibaly. Et je profite de l'occasion pour saluer ma famille, ma femme, mes enfants, et tous ceux qui me reconnaîtront. Et bonjour à tout le peuple malien. Merci bien. Doyen. Bonjour Diawara et joyeux anniversaire. Merci. Bonjour à tous les travailleurs de Gandhi Télé, bonjour à mon co-débatteur et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci bien. Sans plus tarder, nous commençons. Je me permettrai de donner un bonjour spécial à une certaine Oumou Doucouré dont j'ai lu les commentaires et qui sont souvent des commentaires très éclairés et qui complètent souvent ce qu'on dit ici. Oumou ou bien Fatou Doucouré? Fatou Doucouré, voilà. Ouais, Fatou Doucouré. Merci, elle est très active dans les commentaires de Gandhi Malien TV, effectivement. Très intéressant. Elle est en France et je pense qu'elle reçoit vos salutations également. Droit de naissance oblige peut-être, nous commençons par vous. Parce que nous avons suivi dans le cadre de l'actualité internationale le président américain Donald Trump qui a reçu dans le cadre, je ne sais pas, des mini-sommets africains. En tout cas, il a reçu 5 chefs d'État africains. 5 chefs d'État africains. Bon, sur la toile, sur les médias sociaux, chacun a fait son bout de commentaire. Maintenant, vous, en tant qu'expert de cette question, c'est quoi votre lecture là-dessus? Pourquoi Trump invite à la fois ces 5 chefs d'État, et ensuite quand nous observons aussi l'entretien qui a été un peu bref, parce que c'est à lui de couper qui il veut, comme il veut, et à quoi s'attendre peut-être après cela? Que veulent les Américains réellement envers l'Afrique? Je crois qu'il faut se rappeler de ce que Trump avait dit en son temps, que les pays africains sont des pays de merde. Oui. Je m'excuse du terme. Aujourd'hui, il revient sur ces mots et il s'intéresse à l'Afrique. Je crois qu'il y a un double objectif: cerner certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui échappent encore à la mainmise de la Russie pour les empêcher d'aller tomber dans l'escarcelle de la Russie. Ensuite, sur le plan sécuritaire, comment dirais-je, encercler les pays de l'AES sur la façade atlantique nord de la mer Atlantique pour essayer de faire une pression peut-être intérieure. Mais c'est aussi connu chez les Américains. Vous cheminez ensemble, mais ils sont prêts à vous faire les coups. Sur les 5 pays qui ont été invités, il y a un seul qui est un pays anglophone. Tous les restes, c'est des pays francophones qui étaient sous influence française. Et il est clair que lorsque vous cheminez avec les Américains, il faudrait vous attendre à tout moment à ce qu'ils vous fauchent l'herbe sous les pieds. On avait toujours dit, chaque fois que vous venez ensemble avec les États américains dans un problème, ils essaient de tirer avantage de la situation, au besoin en vous dégageant. C'est une façon aussi de faire une mainmise sur les minerais de ces pays-là qui sont abondants et qui vont échapper à la France sûrement. La France n'étant plus en mesure de garder les pays de l'AES, avec les velléités du Sénégal, peut-être, je dis peut-être de la Mauritanie,
il n'est pas certain que la France puisse garder sous sa botte ces pays-là, les minéraux de ses bottes pour les exploiter. Donc il est de bonne guerre pour Donald Trump de chercher à élargir les assises futures de ces industries, de favoriser ces industries en mettant la main sur ces gisements de minéraux. Mais il fallait, moi, ces pays présents, c'est normal qu'ils les invitent. Ces présidents sont les présidents de pays et moi, je ne me permettrai pas de leur critiquer pour dire comment ils sont partis ou pas. Moi, ce que je peux prendre comme exemple, si c'était mon président à moi, ce que j'aurais voulu et ce que je n'aurais pas voulu. Oui. Il aurait fallu peut-être qu'il se méfie parce que dès l'entame de son second mandat, Trump a commencé à cultiver l'art de la mise en scène. Il confronte les présidents invités publiquement et ça les met souvent mal à l'aise, ils ne s'y attendent pas. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, il est en train de faire un croc en jambe à la France et pour empêcher la Russie de mettre la main sur les minéraux de ces pays-là. Dans un programme normal, on ne demande pas à un président de se présenter. Il y a un maître de cérémonie peut-être qui peut les présenter. Encore que c'est un problème, parce que quand vous invitez des gens, pour vous dire « je ne vous connais pas, présentez-vous », mais ça n'a pas de sens. Oui, d'où notre question, est-ce une invitation ou une convocation? Parce que quand on invite, on est censé connaître avant d'inviter. Mais là, c'est face à eux que Trump voulait les découvrir. À tout le moins, même si c'est une invitation, elle a été vidée de son sens. Parce que quand vous invitez quelqu'un, les services du pays qui invitent ont pris le soin de situer, de faire un résumé de la situation du pays, des potentialités et de tout ce qui s'ensuit. Venir demander à ceux-ci de se présenter, je ne dirais pas c'est un camouflet, mais moi, à la place, si mon président était là-bas, je lui aurais demandé, mais vous avez vos fiches, vous avez eu le temps de me connaître, ce n'est pas la peine que je me présente. Refuser d'aller dans ce sens. Ensuite, il n'est pas dans la manière classique, quand on invite les gens, on leur donne la parole, ensuite on parle. Mais Trump a commencé par se donner la parole et ensuite leur demander de se présenter. Certains ont commencé à comprendre que se présenter, c'est dire qui ils sont, c'est un peu humiliant, mais c'est les présidents d'un pays, ils font ce qu'ils veulent. Mais aussi, dans cette présentation, certains sont allés à contre-courant de leur propre intérêt. Vous savez, Diawara, la valeur d'un produit, c'est sa rareté. Or, aujourd'hui, les minéraux se font de plus en plus rares. On n'a pas besoin de venir s'asseoir devant. Si un Trump qui avait dit que les pays de l'Afrique étaient des pays, je m'excuse du terme, mais je le répète, de merde, aujourd'hui, il se tourne vers ces pays-là. C'est que les minéraux de ces pays sont en train de prendre de l'importance. Et c'est lui qui a besoin de venir voir ces pays-là. Il ne renverse pas la vapeur, il ne doit pas pouvoir renverser la vapeur. Et dans ce cas, moi, président d'un pays qui est invité, mais je ne commence pas par dire mon pays est un petit pays, c'est un petit qui n'a insignifiant, petit et patata. Je dénigre ce que moi-même je suis. Un pays peut être petit par la taille, mais la nation est toujours grande. La nation que vous formez est tout aussi grande que la nation américaine. Surtout que la Mauritanie n'est pas un petit pays en termes de superficie. En termes de superficie, ce n'est pas un petit. En termes de population, mais ce n'est pas Israël. Est un petit pays, c'est 10 millions je crois. La région de Koulikoro. Mais est-ce que Israël est un petit pays? Et de toute façon, je ne crois pas qu'il soit séant dans la bouche d'un président, si c'était le mien, qu'il vienne se dénigrer et dire mon pays est un petit pays. Ça, je ne l'aurais pas accepté. Mais encore une fois, c'est les présidents des pays étrangers. Ils sont libres de mener de dire ce qu'ils veulent. Mais par cette rencontre, Trump a déjà établi un rapport de force avec eux. Or, le rapport de force participe à la négociation pour l'exploitation des minéraux. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont mis en position de faiblesse. Et ils se sont mis en position de faiblesse tant dans leur langage en parlant de leur propre pays, mais quand ils vantent les minéraux qu'ils ont, ils se mettent en position de faiblesse parce que
ils ne font pas percevoir à Trump que si tu viens, tu seras en concurrence avec les autres. Nos portes ne sont pas fermées. Mais c'est l'intérêt de notre pays, comme le Mali l'a prévu, dans toute négociation, l'intérêt du Mali d'abord qui va prévaloir. Comme lui dit, American First. Oui. Aussi, chez nous, il faut qu'il sache qu'il n'est pas le seul à aimer son pays, les autres aussi aiment leur pays. Donc African First aussi. Bon, donc, il y a que la valeur comme je vous l'ai dit, et quand il traite avec Donald Trump est quelqu'un qui est fort avec les faibles. Et il te traite en faible d'abord. Mais quand tu élèves le ton et que tu te montres fort, il n'a pas peur de toi, mais il te respecte. Il aime les hommes forts. En réalité, c'est quelqu'un qui est controversé. Il déteste les gens faibles. Il l'a dit publiquement à plusieurs reprises. D'accord. Et il aime les gens forts. Et il faut être, peut-être pas comme lui, mais il faut aimer son pays comme lui, il aime son pays. Il faut être debout devant lui, comme lui, il peut se tenir devant n'importe quel président de ces moments-là. Donc, c'est ce genre de comportement qu'il va respecter. Je me rappelle qu'il a eu un coup de téléphone avec Ibrahim Traoré, et qui, par la force des choses, par le refus de celui-là de se rendre à une invitation, il va le respecter. Et donc, il faut toujours avoir en fond de tableau cette concurrence qui s'établit entre la Russie et les pays occidentaux. Normalement, ce n'est même plus les pays occidentaux que les États-Unis ont écartés, mais c'est entre la Russie et les pays occidentaux. La Russie, comme on en viendra peut-être, a énormément de ressources, n'a pas besoin de faire des pressions diplomatiques ou autres pour obtenir des marchés chez nous. Par contre, Trump ou les États-Unis roulent pour des multinationales qui n'ont pas de sentiments. Voilà. Eux, c'est tout pour nous et rien pour les autres. Et donc, dès maintenant, ils sont en position de faiblesse. Maintenant, peut-être le Sénégal a une position, peut-être que le Sénégal n'a pas très bien joué le coup, mais certainement, peut-être, le chemin qu'ils veulent emprunter, un chemin à la Recep Tayyip Erdogan, être indépendant et jouer leur coup à toutes les fois, ça va être difficile de tenir sur la longueur. Bon, Ombalo a essayé de faire valoir ça, mais lui, qui vient se morfondre devant Donald Trump, après avoir été par 2 fois en Russie. Et il espère que ça va passer. Les Américains ne lui feront jamais confiance. Autant s'assumer et dire, nous allons voir avec qui nous avons des intérêts. C'est ce que j'aurais voulu voir. Excuse-moi d'avoir été un peu long. Oui, mais Ombalo, il ne faudrait pas prendre en compte aussi le fait qu'il est candidat à sa propre succession. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre ça en compte? Ombalo, aujourd'hui, je pense qu'il a même fait les jets doux aussi au pays de l'AS à un moment. Il a fait certaines sorties et il est allé du côté de la Russie, actuellement avec les États-Unis. C'est pour Ombalo ne se cherche pas tout simplement. Mais s'il cherche, si c'est à ce prix qu'il cherche un autre mandat, ou bien un deuxième mandat, c'est son second mandat, oui, je crois. C'est son second, oui. Si c'est à ce prix qu'il cherche un second mandat, ça veut dire qu'il vend son pays avant même qu'il soit réélu. Parce qu'il ne sera pas réélu, aidé à être réélu pour des prunes. Il faudrait qu'il paye la note. Ok. Et là même, surtout quand on a plusieurs acheteurs, là, ça pose problème. Docteur Sylla, votre gré d'analyse. Merci beaucoup, Général. Je voyais mon co-débatteur, mon co-débatteur Koulibaly pratiquement à toucher du bois. Tout ce que moi j'ai à dire, mais chacun a sa part de vérité. Mais vous ressemblez un peu à Trump là, physiquement. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. D'aucuns me disent que je suis autoritaire comme Trump. Il y a un collègue qui a l'habitude de me dire ça à l'hôpital. Ok, allez-y. Trump, c'est mal connaître le monsieur pour le voir réagir ainsi. Trump était un suprémaciste, un raciste, et en plus de tout ça, c'est un businessman. Un suprémaciste, ça suffit. Oui, bon. Un businessman, d'accord. Mais le mot raciste.
sur les médias sociaux dont nous n'avons pas le contrôle. Ça se comprend aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais on est là pour dire la vérité. C'est ça. Voilà. Mais ce sont leurs outils. Moi, j'ai dit que c'est pas une invitation, c'est une convocation de ces pays-là, de ces 5 pays. Parmi ces 5 pays, je prendrais seulement le Sénégal, un peu qui ça va. Prenons one by one la Mauritanie. Ghazouani. La Mauritanie est une nouvelle base de l'OTAN maintenant. Et tout le monde le comprend. Tout ce qui s'est fait, les terroristes, c'est un pays qui fabrique le terrorisme et pour embêter ses voisins. Ses voisins, exactement, c'est ça. Quand les terroristes sont malades, c'est là-bas qu'ils se soignent. Quand les terroristes se replient, c'est là-bas où ils se replient. Et les terroristes ont leur bureau même là-bas. Ils ont leur bureau là-bas, ils sont comme chez eux. Et ça, c'est une erreur fatale qui peut se retourner contre Ghazouani. Et deuxièmement, je dirais que voilà, tous ces trucs-là, c'est géopolitique, géostratégique et économique. Je reviens. Quand on prend la Mauritanie derrière moi, la façade atlantique, toute la façade atlantique en descendant du Maroc jusqu'un peu vers l'Afrique du Sud, il semblerait qu'il y a des gisements Oxford qui ont été découverts un peu partout. Et c'est des choses qui intéressent très bien les États-Unis, parce que les États-Unis sont en manque de pétrole, ils sont en manque de gaz. Comme c'est des micro-pays, alors Donald Trump les invite, il les dit, bon, toi, Ghazouani, on compte sur toi, voilà, on va exploiter tes biens et tu seras à ta place, personne ne te dérangera. Après Ghazouani, je reviens à votre généralon, comment il s'appelle encore? Non, Ambalo. Ambalo, lui, il est trop versatile. C'est comme un caméléon. Quand il y a une invitation à Russie, même si les avions vont un peu plus lentement, lui, il prend les tricycles pour y aller. En disant, oui, la Russie, c'est une coopération de longue date, ce sont nos amis. Et en quittant la Russie, il vient en France, chez Macron, où il va aller quelque part avec un autre pays qui a de très bons rapports avec les États-Unis ou l'OTAN. Bon, lui, sa position, peut-être, il veut le recadrer parce qu'ils l'ont vu par 2 fois se présenter dans les sommets ou 3 fois en Russie. Tout ce qui est russe maintenant, la démocratie occidentale n'aime pas. Et quand on revient maintenant à qui? Olivier Guéman. Mais lui, il a été au moins un peu direct là-bas. Bon, même lui, regardez un peu, son voisin direct, son papa, c'est qui? C'est le président de la Guinée équatoriale. Ouais. Ils sont de la même ethnie, c'est des Fans. Ils parlent la même langue. Et beaucoup de gens ne savent pas. Et lui, c'est un grand conseiller pour lui. Or, lui, il a fait un faux banc aux Américains en allant signer des accords de coopération avec la Russie. Donc ça fait mal. C'est une tentative de récupérer Guéman. Ça, c'est mon analyse. Et pour les Libériens, à qui il a demandé où est-ce qu'il a appris son anglais, vraiment, je dirais que Trump n'a pas été à l'école de la diplomatie, quoi, comme mon co-débatteur a dit. Non, il est sûr de sa puissance. Non, je dis, c'est ça, c'est son suprémaciste. Parce que quand on va à une négociation, je montre aux autres que je suis le plus fort. Mais il ne les a pas appelés pour négocier, quoi que ce soit. Non, je dis, bon, pas une négociation, mais une rencontre. Ils sont venus pour... Ils sont venus, c'est comme les élèves de la terminale qui sont là le premier jour du baccalauréat, là, et le surveillant est là, quoi. Ils se posent 1000 questions, ils ont beaucoup de choses dans leur ventre. Exactement, la peur est là et tout ça là. Et parce que nous, quand on dit Trump seulement, le président des États-Unis, beaucoup d'Africains qui ont l'esprit constipé pensent que c'est un demi-dieu, voilà, c'est un honneur. Le président des États-Unis nous a reçus dans les, comme on le dit, leur bureau ovale. Ils ont les thèmes à tous, les Américains. Prennent des photos. Oui, prennent des photos, voilà, c'est extraordinaire, voilà, je suis important, je suis honoré. Non. Dans ce monde-là, là où nous sommes, chacun doit pouvoir défendre ses intérêts. Les Libériens, lui, le Libéria, on connaît son histoire, c'est récent.
Ce sont les Américains qui ont fondé cette République de Libéria, avec les Marcus Garvey et tout ça, ceux qui sont retournés des États-Unis. Donc les Libériens qui ils sont venus trouver des populations, comment ça s'appelle, autochtones, oui. Mais ils n'ont pas pu vraiment s'exprimer, quoi. Ils ont été étouffés là-bas. Et les États-Unis, les Libériens, comme un de leurs protectorats, comme Saint-Domingue et tout ça. Oui. Bon, moi je comprends très bien ce que mon oncle a dit. C'est que tout ça là, c'est pour contrôler effectivement la façade atlantique et essayer en même temps de mettre leur marque, de mettre leur marque dans ces pays-là, de prendre leur, comment on dirait encore, de prendre leur part dans le cadre de la recolonisation de l'Afrique. Exactement, c'est ça. Parce qu'avant, la France était là, et tout le monde a compris que la France était autre qu'un envoyé des États-Unis, il souffle dans les mêmes soufflets. Et Tulsi Gabbard a dit, les Français disent que voilà, nous on vient combattre le terrorisme, les Américains disent on combat le terrorisme. Mais Tulsi Gabbard a dit que le terrorisme c'est une fabrication américaine. Comment peut-on être là à créer les terroristes et pour les combattre encore? Ça, c'est une insulte à l'intelligence, quoi. Donc, l'Afrique a du pain sur la planche. La colonisation n'est pas finie. Et cette forme de néocolonisation-là risquera d'être pire que la colonisation elle-même. Il faudrait faire excessivement attention. Comprenez-vous l'attitude du président mauritanien qui nous a envie, c'est... Je ne me pourrais même pas qu'un élève soit aussi faible devant son professeur, mais cette fois-ci, quand même, c'est un peu dépassé. Comment comprenez-vous ça? Traiter même son propre pays des petits pays. Oui, c'est cliché là. C'est-à-dire, le fait d'être président de la République est un fait de Dieu. N'importe qui peut être président de la République de son pays si Dieu le veut. Et des Gozani à la tête de la Mauritanie ou à la tête d'un État comme ça, c'est une erreur de parcours. Il ne mérite pas d'être là. Il ne comprend même pas les choses. Quand on a une fierté, c'est son pays. Où qu'on aille, partout où on se trouve, on doit défendre son pays. Même si c'est un pays microscopique, on doit le défendre bec et corps et âme. Mais aller dire soi-même que son pays est un petit pays, vraiment, ça me dépasse, quoi. Les mots me manquent pour le qualifier, sincèrement. Oui, je pense à cet endroit, il faut saluer un peu Embalo Sissoko, qui, je me souviens, lors d'un sommet de la CEDEAO, si j'ai bonne mémoire, où il avait dit qu'il n'y a pas de petits pays, que tous les peuples se valent et autres. Oui. Ça, au moins, il s'était bien défendu. Il faut le reconnaître. Malgré que je ne suis jamais d'accord avec lui. Je me rappelle de ça, exactement. Ok. Merci, doyen. Nous essayons de changer un peu de thème. Nous repartons cette fois-ci du côté d'un pays frère, tout près à côté de nous, c'est le Sénégal, où nous avons suivi une sortie très remarquable du Premier ministre Ousmane Sonko. D'aucuns ont laissé entendre, c'est normal, c'est un frère qui appelle son... Entre frères, c'est pas à travers les médias quand même. C'est des frères, mais là ça montre que peut-être on s'est parlé dans les coulisses, ça ne va pas, ça persiste. Maintenant il faut dire ça publiquement, il faut informer l'opinion nationale et internationale des difficultés que lui, le PM, peut-être il a à diriger. Et qu'est-ce qu'il faut craindre? Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette sortie du Premier ministre Ousmane Sonko par rapport à son binôme, à son frère, l'actuel président Diomaye Faye? Vous savez, notre culture est très riche. Et dans notre culture, on a toujours dit que deux hippopotames ne peuvent pas faire la loi sur la même rive. Tout à fait. Le pouvoir ne se partage pas. C'est tout. Et le pouvoir ne se partage pas. Mais jusque-là, ça allait un peu bien. Non, mais c'est la finalité qui compte. Oui. Quand vous partagez le pouvoir, ça finit par se dilater. Vous allez vous affronter. Le pouvoir ne se partage pas. Sonko a eu l'intelligence pour dégager, je m'excuse du terme, pour faire partir Macky Sall, de contourner ce que celui-là avait mis en place en proposant Diomaye Faye comme président. Il a pu contourner, mais je crois que
Diomaye Faye aurait, à sa place, hein, à sa place, si j'étais à sa place. Mais encore une fois, c'est des pays étrangers, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, si on était à sa place, dès après les élections, il allait démissionner et réorganiser d'autres élections pour que, en l'amnistiant et pour lui permettre de se présenter. Ah oui, ça c'est une bonne idée qu'on n'avait pas vue. Et comme ça, au bout de 6 mois, 8 mois, une année, ils refont les élections, ils se présentent et ils passent. Les choses allaient rentrer dans l'ordre. Mais dans cette situation, Diomaye, aussi bien Diomaye que Sonko ont tous conscience de l'équilibre entre eux. Diomaye, c'est Sonko qui l'a fait président. Oui. Or, le président n'aime pas que soit celui qui est fait de lui un président. On a toujours dit ça. Celui qui vous fait président ce président finira par vous combattre. Et donc, ils ont beau régler les choses entre eux, tôt ou tard, au cours du mandat, ça va. Moi, j'avais même pensé qu'il n'allait pas accepter le poste de Premier ministre et qu'il allait peut-être briguer la présidence de l'Assemblée. La présidence de l'Assemblée et avoir la même mise sur le parti. Mais même là, c'est des risques. Parce que même là, il y aurait eu des risques. Mais là, ça pouvait aller au moins. Ça pouvait aller parce qu'il un est peu. Dans le contrôle de l'action gouvernementale. Ça pouvait aller un peu. Mais tout le monde n'est pas Dimitri Medvedev. Oui. Ou c'est l'une des exceptions qui confirme la règle. Dimitri était président, mais en réalité, le pouvoir réel était détenu toujours par Poutine. Oui, son premier ministre. Bon, encore que la situation du Sénégal se complique par la présence du chef d'état-major général de l'armée. Ça aussi, ce qui fait que on risque d'avoir un pouvoir à 3 têtes. C'est ça. Parce que tout ce qui se dit, tout ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux démontre que ce monsieur constitue une force à part et un contre-pouvoir plutôt à Sonko, qui est panafricaniste. Or, lui, il a servi dans les instances internationales militaires. Il est venu de là-bas pour être ministre. C'est comme s'il était là pour surveiller une surveillance de la part de l'armée pour que ça ne dérape pas trop du côté du panafricanisme. Donc, c'est une situation extrêmement explosive. Moi, je crois qu'ils ont raté le coche. Ça aurait été idéal qu'après, comme je l'ai dit, les élections, au bout de 6 mois, 8 mois, ils démissionnent, ils réorganisent des élections, l'autre prenait sa place, tout redevenait dans l'ordre. Docteur. Oui, Sonko, le tandem Sonko, Bassirou, Djakar, Diomaye Faye, les Sénégalais aiment ça. Les prénoms et non trop rallongés. Bassirou, Djakar Faye et Sonko sont certes des amis, mais comme le douanier vient de le dire, en Afrique ici, les pouvoirs ne se partagent pas. J'envoie ce tandem-là à un livre. J'invite tous les Africains, les jeunes à aller lire L'aventure en béquille de Cheikh Hamidou Kane. Et ces deux-là sont les aventuriers en béquille. Parce que Sonko, lui, il a un versant panafricaniste. Le général dont le douanier a fait allusion, lui, il est dans le camp des néocolonialistes. Et Diomaye Faye qui est là, lui, il est comme brisé entre deux mondes. Un pont brisé entre deux mondes. Donc, là où la tête est là, c'est un proverbe ivoirien qui le dit. Hein. Là où la tête est là, on ne porte jamais le chapeau au genou. Comprenez par là que lui, en tant que président, va vouloir jouer pleinement sa propre plénitude et voilà, et considérer son ami comme Premier ministre parce qu'il va vouloir ne pas être souvent, ne pas être souvent dirigé par son ami Sonko
Et là, parce que lui aussi prendra goût au pouvoir, parce que, comme on l'a dit, le pouvoir, c'est comme un verre de vin. Plus on boit, plus on s'enivre, plus on prend le goût. Et le scénario idéal était ce que mon co-débatteur a dit. Depuis le départ, il aurait dû, au bout de 3 mois, Sonko est président de l'Assemblée. Alors, l'autre l'a démissionné par raison de maladie ou quelque chose. Et Sonko allait prendre vraiment les arènes du pouvoir. Mais à ce rythme-là, je ne sais pas, parce que tout est aussi possible. Est-ce une mise en scène, point d'interrogation? Parce que le Sénégal aussi est en train de traverser une très grande zone de turbulence à cause de sa dette extérieure. Alors on peut même revenir biaiser un peu derrière. Ça peut être le coup de pression que les Américains sont en train de lui mettre. Parce qu'au Sénégal, il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Il y a de l'argent qui a disparu. Il y a la dette qui est immense. Et rien ne marche pratiquement au Sénégal. La vie marche au ralenti. On a des amis qui nous appellent de là-bas et qui nous disent. Donc c'est une situation quand même qu'on ne doit pas prendre une position définitive. On peut que conjecturer ce qui va se passer, mais on ne sait pas en réalité. Je dirais simplement wait and see. Souvent les situations aussi, si ça va commencer, ça commence par la tête, comme on le dit, les poissons pourris par la tête. Donc il est grand temps qu'ils voient ça entre eux, parce que c'est une situation explosive qui n'est pas quand même pour le bonheur du peuple sénégalais. Mais quoi qu'il advienne, tout ce qui touche au Sénégal par le coucher va toucher au Mali, quoi. Et quelque part, même si à un moment donné de la gestion de notre problème, ils ont été un peu maladroits, on n'est pas, je répète ça encore, tout le temps, on n'est pas condamné ce que l'ambassadeur de l'Ukraine a dit concernant les drones maliens qui a été abattu. Et ça, c'est regrettable, quoi. Et ça donne à nous aussi le droit de se réserver un petit peu par rapport à ces pays, à ces peuples-là. Les Sénégalais... Mais c'est un peuple frère. Oui, on le dit, on a la même devise. On a la même devise, on est allé à l'indépendance ensemble. Mais par la turpitude des gens et par, je ne sais pas, je saurais qualifier certaines attitudes et cette union vraiment si intéressante, et par l'égoïsme des uns et des autres, ça a été foulé au sol. Ben, vous avez quelque chose à ajouter sur cette histoire du Sénégal? Bon, je ne sais pas ce qu'on peut ajouter de plus. Je suis convaincu qu'ils ont besoin de votre expertise. Non, pas de mon expertise. Non, je ne suis pas sénégalais et ce qu'il est en train de dire, certes les peuples sont proches, mais les administrations sont tout à fait opposées. Le Sénégal n'est pas, sur le plan des autorités, n'est pas un pays ami. Souvenez-vous, c'est le Sénégal qui a mis fin à la fédération du Mali et a mis Modibo Keïta dans les trucs pour l'évacuer. C'était Senghor. Senghor. Et ils ont fait embargo sur le Mali. C'est ce qui a provoqué l'ouverture vers la Côte d'Ivoire. Premier point. En 2012-2013, ils ont fait embargo sur le Mali. En 2021, ils ont fait embargo sur le Mali. L'ambassadeur d'Ukraine avoue publiquement avoir pris part à l'embuscade, que les éléments ukrainiens ont pris part à l'embuscade contre nos forces à Tinzaouaten. Ils se sont simplement contentés de l'appeler. Donc le Sénégal, il faut désormais qu'on ait une base de données, avoir une politique spéciale. Moi, je suis content, j'aimais bien, bon, Sénégal ou Mauritanie, les candidats pour la BAD, mais je suis content que ce soit le Mauritanien qui est passé. Parce que ça prouve aux Sénégalais que nous pouvons leur dire non. Et que nous ne serons pas toujours les dindons de la farce. Il faut se méfier. Les Sénégalais jouent un jeu, se croient plus intelligents, plus malins. Et les autorités sénégalaises. Les autorités sénégalaises. Même un peu les intellectuels sénégalais, c'est la tendance. Moi, j'ai eu à les affronter à un moment donné dans des situations où ils étaient surpris
ils étaient surpris qu'à ce niveau, on puisse parler de cette façon aussi claire. Bon, bref, ça c'est personnel. Maintenant, je ne peux pas dire autre chose que ce qu'on a dit. Oui, mais j'ai juste une question, je ne vais pas vous couper. Oui, oui. Mais des deux, aujourd'hui, parce que les choses se précisent petit à petit, de Sonko et Diomaye Faye, lesquels semblent un peu proches des idées de l'AS. Auparavant, c'est Sonko qui était la figure de proue de l'opposition, qui avait adopté tous nos narratifs pratiquement, oui, et qui avait pris des engagements vis-à-vis de l'AS. Sonko, c'est ce qu'il avait fait. Bon, mais il y a un proverbe qui dit que le caïman parle différemment selon qu'il est du marigot ou du fleuve. Oui. Il change de langage. Ensuite, ils nous ont fait un coup lorsque le président Diomaye Faye a été élu pour sa visite et sa visite inaugurale dans les pays. Le Mali a été le dernier pays qu'il a visité. Moi, ça m'a fait mal. Le premier a été la Mauritanie. Mauritanie, Guinée-Bissau, le premier a été la Mauritanie. Ils ont fait tous les pays, oui, mais ils ont fini par le Mali. Moi, ça ne m'a pas plu du tout. Ça. Et surtout, bon, c'est un président qui est libre de dire ce qu'il veut. Nous avions des problèmes avec le président de la Côte d'Ivoire. Bon, aller là-bas et dire que c'est un champion de la démocratie, c'est bien, mais c'est aussi nous mettre en cause. Et je crois qu'il s'est laissé piéger Diomaye Faye dès le départ. Mais Gbagbo ne dira pas que Ouattara c'est un champion de la démocratie. Voilà, c'est déjà ça. Mais en plus, quand il a été élu, on a fait de lui, comment est-ce qu'on appelle, on l'a pris comme médiateur. Oui, médiateur. Pour faire revenir. Oui. Mais il était trop présomptueux. C'était trop présomptueux d'accepter cette mission-là. C'était trop présomptueux et c'était insultant vis-à-vis du Mali. Mais il l'a accepté. Et donc, je crois qu'il en est pour ses frais. Moi, je ne crois pas. Je crois que quand on en arrive à ce niveau d'exposition des différends, ça va aller crescendo. Ce serait difficile à rattraper. Doyen. Docteur, rien pour arrêter ces différends qui viennent d'être étalés au grand jour entre les deux, ou bien vous pensez qu'il y a une chance que les deux retravaillent main dans la main ensemble? Oui, ça c'est beau. Moi, je suis malien. Je suis comme un spectateur. Je les regarde jouer. Sinon, ce qui se passe entre eux là-bas m'importe peu personnellement. Mais seulement... Ça n'a pas d'impact sur nous? Non, absolument. Parce que ces gens-là, au début, je disais que c'était comme les caméléons. Parce qu'au moment où ils étaient en campagne présidentielle, le fait que l'AES, il y avait un engouement total du peuple sénégalais à travers le député Guy Marius-Sagna, et à travers un autre monsieur qui est bien actif sur les réseaux sociaux. Alors, toute la jeunesse sénégalaise pensait que le Sénégal allait adhérer automatiquement à l'AES après ces élections présidentielles-là. Mais d'un jour à une nuit, d'une nuit à un lendemain, ils ont carrément changé. Donc, c'est des gens à qui on ne doit pas faire confiance. Oui. Ok, je ne vous coupe pas, doyen. Mais est-ce même, c'est pas ce qui va nous interpeller un peu? Parce que qui dit de quoi se plaint le Premier ministre Ousmane Sonko? Il se plaint de ne pas avoir les mains libres pour gouverner en tant que Premier ministre. C'est de ça qu'il se plaint concrètement. C'est une façon de dire, au niveau interne, il est bloqué et que même dans sa politique, comme il avait laissé entendre de vouloir s'approcher du pays de l'Est, qu'il y a maintenant un groupe autour du président Bassirou Diomaye Faye qui l'empêche de faire son travail. Parce que là, il montre qu'il est totalement bloqué. Non. Mais est-ce que tu te rappelles, c'est ce qui est arrivé chez nous à un moment donné. Le Premier ministre s'est plaint de ne pas être dans le bain pour toutes les actions que l'on entreprend. Il a fini par le dire, on l'a débarqué. La clarification de Choguel, c'est parce qu'à ce niveau, il y avait problème. Il ne se sentait pas en mesure, il n'était plus en mesure, ou bien... Mais ce n'est pas le même cas, ce n'est pas le même contexte. Bon, ce n'est pas le même contexte. Parce que les deux ont fait campagne ensemble. Les deux ont fait campagne ensemble, mais ces deux sont issus du même mouvement.
Ce qui n'est pas le cas chez nous. Non, même chez nous... l'armée n'est pas du M5. L'armée n'est pas du M5, mais l'armée est venue des actions du M5. Oui, mais l'armée n'est pas du M5. Oui, mais ce que je vous dis, le pouvoir ne se partage pas. C'est aussi clair que ça. Maintenant, Diomaye Faye a beau jeu, parce que vous savez, c'est ceux qui sont à côté qui insistent, qui incitent l'autre à prendre ses distances. On met le verre dans le fruit, on lui dit, bon, président, il faut que vous assumiez. On commence à sortir un peu ces phrases-là, et on le pousse à s'éloigner ou à prendre certaines choses en main. Mais le pion qui mélange tout, de qui se plaint-il précisément? Sans l'avoir dit, c'est du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense compte pour beaucoup dans ces plaintes. Or, Diomaye Faye n'est pas en mesure de combattre. Il se trouve entre le marteau et l'enclume. Pour faire l'équilibre pendant encore, je ne sais pas qu'est-ce qui reste, 4 ans au moins. Donc, continuez. Donc, Sonko se retrouve en face d'une alliance tacite Diomaye Faye. C'est Diomaye Faye qui se trouve entre le marteau et l'enclume. Il doit jouer les équilibristes, essayer de concilier les deux bords pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de son mandat. Et ça, ce ne serait pas facile. Mais qu'est-ce qui empêche Ousmane Sonko, Premier ministre, de faire remplacer simplement son ministre de la Défense et de faire nommer un autre chef d'état-major? Mais il ne peut pas. Mais pourquoi? Parce que Diomaye ne peut pas accepter ça. C'est Diomaye qui l'a nommé comme Premier ministre. Oui. Et il compose le gouvernement. Il fait des propositions, mais c'est le président qui accepte. Sur le plan constitutionnel, c'est le président qui nomme le Premier ministre, et le Premier ministre propose un gouvernement que le président accepte. Et il peut les démettre. Mais pas le Premier ministre. S'il veut démettre un ministre, il faut qu'il en réfère au président de la République et que celui-ci accepte. Mais tout ministre est censé obéir à l'autorité du Premier ministre quand même. Oui, en temps normal, oui. Mais ils ne sont pas dans une situation normale. Le ministre de la Défense est un ver dans le fruit. Oui, c'est ça. Et il est un opposant, et je crois qu'il est opposé à beaucoup de choses. Beaucoup de choses ne peuvent pas marcher sans lui. Et il s'oppose à des penchants. Et donc, à partir de là, l'autre ne se sent pas en plein moyen d'exercer son pouvoir. Maintenant, qui doit jouer l'arbitre? C'est Diomaye Faye. Mais s'il faut choisir entre les ministres de la Défense et Sonko, de quel côté normalement vit le contexte dans lequel ils sont arrivés au pouvoir, Diomaye Faye doit pencher? En situation normale, oui. Mais d'où vient le ministre de la Justice, le ministre de l'Armée? Est-ce que c'est son choix ou c'est un choix qui leur a été imposé? Général, Docteur. Le choix du Premier ministre n'est pas fortuit. C'est un choix qui a été imposé par les Occidentaux. Je me rappelle très bien, ce Premier ministre-là, on lui a traité de bon, de tout. Il a même eu des distinctions en France. Et... Vous parlez de Sonko? Non, pas le Premier ministre, le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, ok. Donc le ministre de la Défense est un véritable épouvantail. Ceux qui tirent la ficelle dernière, ils sont là. C'est pour cela que j'ai dit que c'est un truc très, très, très ambigu. J'avais dit que Bassirou Djakar Diomaye Faye est comme un pont brisé entre deux mondes. Et Sonko, on disait que c'était un Premier ministre plein pouvoir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et un Premier ministre plein pouvoir, c'est plein de dire que lui, il ne peut pas vraiment... Il n'est pas libre de gouverner. Il n'est pas libre de prendre ses décisions et tout. Donc ça veut dire que ça commence à se gâter. Le verre est déjà dans la pomme. Les Anglais disent wait and see. Voilà. Ok, tout compte fait, je pense que c'est un problème, on ne le caresse pas. On n'essaie pas de vivre avec ces problèmes parce que plus ça va commencer à gangréner, plus ça deviendra compliqué. Un ministre, il est nommé, le gouvernement a été nommé, c'est ce que le Premier ministre Ousmane Sonko même laisse entendre. C'est-à-dire à tout moment, Bassirou peut décider de mettre fin à ses fonctions. Vous avez touché ça peut-être du doigt, que c'est... Je me souviens que le président Bassirou Diomaye Faye même avait dit qu'il allait revoir les textes pour renforcer davantage le pouvoir du Premier ministre. Or, aujourd'hui, le Premier ministre se plaint de ne pas avoir le pouvoir.
qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense les jours, les semaines, les mois à venir, nous en dirons davantage. Ceci étant, nous passons peut-être à la 4e question. Donc, le Sénégal, le Togo, il y avait des manifestations. En Côte d'Ivoire, on voit beaucoup de choses qui se passent aussi, beaucoup de bruit, Gbagbo écarté, Tidjane Thiam écarté. L'Est, officiellement, reste silencieuse. L'Est se concentre à sa lutte contre le terrorisme. Que pensez-vous de cette posture des pays de l'Est? Pourtant, ce qui se passe dans ces pays, d'une manière ou d'une autre, nous concerne aussi. Moi, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que je suis au regret, c'est mon constat. Hein. Ok. La Côte d'Ivoire n'est pas encore une nation. Il y a une cohabitation, mais l'osmose, la mayonnaise n'a pas pris. Les séquelles de... Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire en 1991, je crois. Ok. Oufouet était aux affaires. Oufouet était un peu avant son décès. J'ai senti une atmosphère à couper avec le couteau. J'ai senti qu'il y avait deux sortes d'Ivoiriens. Les Ivoiriens de première position et les Ivoiriens de seconde zone. Oui. Le Nord, les gens étaient pratiquement considérés comme des Ivoiriens de seconde zone. Et c'est ce qui déteignait surtout les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens qui partaient là-bas. Parce qu'à contrario, les gens du Nord qui étaient là-bas se sentaient, nous rendaient responsables de leur malheur. Non? Nous. Ah, pourquoi nous? Nous, parce que nous avons les mêmes patronymes et on nous confond à eux. Et comme nous, on va partout et on s'installera même en affaires pour aller chercher ce qu'on veut, alors on s'installe, on est entrepreneur, on arrive à avoir de l'argent, mais tout ce rejet des gens du Nord, pour eux, c'est à partir de la similitude des patronymes entre nous. Et on nous confondait à eux. Et ils n'ont jamais su. Même si tu vois les réseaux sociaux, ceux qui sont impitoyables avec les trois pays-là, dans les commentaires, c'est les gens du Nord. Pour des noms comme vous et moi. Voilà. Des Koulibaly, des Diawara, des Traoré. Encore que c'est leur manière d'affirmer leur ivoirité. Se mettre contre nous, c'est tout de suite démontrer qu'eux, ils sont des Ivoiriens. Donc, ce pays risque est au bord d'une rupture encore, qui risque de réapparaître. Au moins, les communautés de l'Ouest et autres là épousent tellement les idées de l'AS. Du Nord, pas tellement. Non, j'ai dit de l'Ouest. De l'Ouest, oui. Eux, ils sont dans les pays, dans les à la frontière libérienne. Parce que ça, c'est justement cette division entre les Akans, les Bété et autres là, et la population du Nord, Djoula et autres. Parce que à partir de l'élection du président Alassane Dramane Ouattara, c'est des narratifs qui ont séparé. Il y avait effectivement on avait un peu écarté les gens du Nord. Mais Oufouet était, contrairement à ce que Oufouet avait fait, qui avait pris les grandes familles dans toutes ces contrées-là, du Nord aussi, pour en faire de lance du PDC et RDA. Il les avait fait monter. Mais malheureusement, après lui, les choses ne sont pas allées plus loin. Et donc, cette tentative que Oufouet avait réussi à amener tout le monde autour de la table et peut-être établir les prémices d'une nation, ça s'est dégradé par la suite. Parce qu'il n'avait pas d'héritier présumé et qui avait été désigné. Il semblerait que dans la culture baoulée, on ne désigne pas son successeur. Bon, ça a causé du tort. Aujourd'hui encore, ils en font les frais. Maintenant, la rébellion de 2000, c'est encore, les centres sont là. Parce qu'il y a eu comme une revanche des gens du Nord
qui ont commencé à occuper. Moi, j'ai vu un jeune des gens du Nord qui était déjà contre le président Ado. J'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'il ne nous a pas donné le poste. J'ai dit, mais attention, ce que vous avez subi, il ne faut pas vouloir refaire les mêmes choses aux autres. Sinon, ça va être des vengeances à n'en pas finir. Il y a cette espèce de vouloir tout s'accaparer. Or, déjà, sur le plan, l'économie est tenue en grande partie par les Libanais et par les gens du Nord. Les postes politiques aussi, ils commencent... C'est les gens du Nord. Les gens du Nord. Et donc, ça fait une scission. Ça a accentué le fossé. Et je crois que le fait... Je ne sais pas si le président Ado a la même vision. Peut-être qu'un jour, avant les élections, il va libérer... il aura le pouvoir de les réintégrer sur les listes pour qu'il puisse le faire. Ce serait une bonne chose. Mais est-ce qu'il y pensera? Est-ce qu'il ira jusqu'à continuer à les écarter et à se préparer? Parce qu'il ne s'est pas encore présenté officiellement. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'on va revenir chez nous ici, au Mali. Oui. Parce que la loi a été promulguée finalement. Le président Assimi Goïta, il est président de la République pour un nouveau mandat de 5 ans. Ça nous a permis d'économiser au moins 80 milliards de nos francs CFA. Votre analyse, docteur? Ce n'est que des bonnes guerres. Exactement. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait tellement plaisir que le président de la République continue 5 ans parce qu'une élection au Mali de 92, 93 jusqu'à nos jours, le Mali, si ce n'était pas les élections à venir, toutes les élections qui ont été faites au Mali, leur financement est venu de l'extérieur. Une élection, ça coûte énormément, excessivement cher. Et au regard de ce qui se passe comme élection, en fait, ce n'était pas des vraies élections. Le vainqueur était connu d'office, quoi, avant même les élections, donc on faisait du cinéma. Et tout le monde partait à Paris? Oui, tout le monde partait à Paris, se faire bénir et tout ça, voilà. Se faire bénir et avoir, voilà... Avoir l'onction. Oui, exactement. Maintenant, le président Assimi Goïta, un mandat de 5 ans, ça vaut la peine. Ça vaut plus que la peine, et même renouvelable. Tant que la situation des pays est là, nous, on n'est pas dans leur histoire d'organiser des élections. Voilà. On ne peut même pas organiser les élections. Pour qu'on organise les élections, il faut les conditions de quiétude optimales. On n'a pas ça. Et partout, ça pollue, les attaques par-ci, par-là. Et les paysans ne parviennent même pas à cultiver leur sang. Nos parents dans la brousse, même ceux qui sont à Bamako, nous n'irons pas mener campagne dans leur propre village. Parce qu'il y a l'insécurité et tout. Donc il faut sécuriser les choses. Il faut donner le temps au temps parce que les assises nationales, les assises de la refondation ont donné un cahier de charges et ils ont donné une ligne de conduite au président. Donc le président va suivre cette ligne de conduite et essayer de nous faire sortir de cette situation. Et les 80 milliards qu'on devrait mettre dans les élections peuvent servir à beaucoup de choses. Le pays est en guerre, la guerre coûte excessivement cher et il y a le salaire des fonctionnaires à payer. Et on doit faire face aux dettes intérieures et extérieures, c'est énorme. Donc je dirais que ces 5 ans donnés au président Assimi Goïta, c'est un monsieur à qui moi j'ai fait énormément confiance et c'est un vrai patriote. Je pense qu'il conduira cette transition à bon port. Merci. Doyen, nous avons constaté une transparence nette, parce que ça a été publié même sur les médias sociaux. 96 milliards déjà collectés, contributions des Maliens sur prélèvement, taxes téléphoniques et autres, et transactions, Orange Money et autres. 96 milliards déjà en 6 mois, rien qu'à 6 mois. Instabilité sociopolitique, on voit une accalmie totale. Dans beaucoup de pays, les gens se déchirent autour des manifestations, tout est calme ici. Mais sur les fronts sécuritaires, il y a encore des choses à améliorer parce qu'il faut contrer toutes ces attaques. Comment expliquer cette stabilisation progressive de la transition du Mali?
comme tu l'as dit, tu as utilisé le mot, une stabilisation progressive. Oui. C'est comme une maladie qui a gangréné tout le corps. Comme on le dit, je crois dans le langage de Bamana, on dit c'est pas la même chose. L'éruption de la maladie et la guérison de la maladie, c'est pas la même chose. C'est pas le même processus. Voilà. Et donc, il y a eu une désagrégation de tous les vecteurs de l'État progressivement, et on s'est retrouvé au fin fond du puits. On ne pouvait plus tomber. Et donc, on n'avait que le choix, la partition du pays ou la reprise en main. Je vous le dis, cette reprise en main ne peut que être progressive. C'est comme si on sort d'une maladie. Elle ne viendra que progressivement. Pour le moment, on est dans des zones de turbulence. Ça n'est pas fini, parce qu'il y a des gens qui ne décrochent pas, mais qui, au fil du temps, vont savoir que ça ne sert à rien de continuer à lutter. Il faut se ranger, ou il faut chercher à collaborer avec les autorités de la transition. Plus elles commencent à s'affirmer, elles continuent à s'affirmer. Elles ont commencé, peut-être, elles ont donné du temps à tout le monde pour faire, mais au fur et à mesure que les choses avancent, elles commencent à préciser et à s'affirmer. Elle n'a pas eu du tout un brin d'hésitation à donner 5 ans à ce qu'on donne 5 ans à Simi. Mais il y a des contingences. On n'en sortira que petit à petit. Et c'est pour cela, justement, que je me rappelle d'une question dont on avait débattu ici. Des pays, même de l'Arabie Saoudite et du Golfe arabique, sont venus chez nous. C'est quoi? C'est le résultat de notre résilience. Ce n'est pas tombé du ciel. Ils nous ont vus, ils ont pris le chemin que nous sommes en train de prendre. Ils se sont assurés comme la Russie, que c'est vraiment un choix sans retour. Et ils ont commencé à venir. Maintenant, ce qui va rester, c'est les pays occidentaux. Mais même là, les intérêts ne sont pas toujours liés entre les pays occidentaux. C'est des frères ennemis. Ils soutiennent tant qu'ils peuvent encore la France, mais à un moment donné, ils vont abandonner la France. Surtout que les États-Unis viennent de mettre le pied dans les plats sur le plan économique. Ils essaient d'avoir leur part du marché. Et donc, je ne sais pas ce que les autres vont attendre. Je crois qu'il y a l'Italie et l'Espagne qui ont commencé aussi à nouer des partenariats avec l'Algérie et même le Maroc. Donc, dans des situations de ce genre, chacun va... ils vont faire le vide autour de la France, qui sera obligé de... Parce qu'ils vont dépenser en pure perte en soutenant cette rébellion, ou du moins ce terrorisme. Les groupes terroristes. Les groupes terroristes, ils vont les soutenir à perte. Et à un moment donné, mais je crois que s'il y a un revirement à faire, ce ne serait pas avec Macron. Il faut attendre les élections de 2027, peut-être pour voir s'il y a un revirement possible. Et là, ça va dépendre de celui qui va émerger comme candidat essentiel et président, pour réorienter. Sinon, Macron est tellement dans la nasse que je n'ai pas l'impression qu'il puisse se réconcilier encore avec les pays africains. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter parce que l'émission arrive à sa fin? Oui, effectivement, Macron, c'est le président que je préfère, parce que lui, il va de mal en pire, et pour le bonheur de l'Afrique, quoi. Parce qu'au lieu, Macron, je le considère, je le compare à un enfant. La maman a fait la bouillie, l'a refroidi, vient voir la bouillie, au lieu de boire, et il a renversé, quoi. Exactement. Et la France aurait tout à gagner, vraiment, en maintenant une certaine relation gagnant-gagnant avec l'Afrique. Mais non, leur politique, tout pour moi, rien pour l'Africain. Et ils pensaient aussi que l'Afrique les appartenait dans la tête, partout. Mais les choses ont changé. Et voir même les États-Unis, voir même un peu la Russie qui met son pied là-dedans. Chacun cherche ses intérêts. Mais la France a perdu l'Afrique. Et c'est ça qui est une réalité. La France est toujours active dans beaucoup de pays autour de nous.
mais nous pensons qu'ils sont en déclin de façon progressive. Ça continue petit à petit. Et la pente, elle est totalement inversée. Doyen, votre mot de la fin, comment vous voyez les 5 ans à venir du président Assimi Goïta? Bon, vous savez, il est très difficile de pronostiquer ce qui va arriver dans 5 ans, parce que les événements vont tellement vite. Oui. Au départ, lorsque le M5 RFP a réussi à ébranler le pouvoir et que les militaires ont fait D'ailleurs, ils insistent pour dire que le président a démissionné. Ils ne disent toujours pas qu'il n'y a pas eu coup d'État. Qui pouvait prévoir ça allait aboutir sur une confédération en vue d'une fédération? Personne ne pouvait le prévoir. Et on commence une guerre. On sait quand est-ce qu'on commence une guerre, mais on ne sait pas quand on l'a fini. Quand est-ce que cette guerre va finir, que le pays sera pacifié? Personne ne le sait. Il peut y avoir des rebondissements. La France n'a pas... Les pays néocolonialistes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et nous sommes l'enjeu d'une bataille entre les États-Unis... Le monde unipolaire et multipolaire. Et donc tout ça, c'est des choses, on ne peut pas savoir. Demain, il peut y avoir un événement qui peut précipiter les choses. Et donc, on ne peut pas prévoir. Mais ce que je sais, avec la nouvelle charte, les autorités de la transition se sont affirmées. Le hic qu'il y avait entre la Constitution et la charte, ils ont pu, sans changer le tout, mais ils ont pu rendre la charte compatible avec la Constitution. Et il ne doit plus y avoir de problème de délai. Dites-nous quand est-ce que vous allez faire les élections. Tout ça, c'est réglé de ce coup. Donc, les partis politiques, on n'en a même plus parlé. Ce n'est même plus à l'ordre du jour. Et je ne crois pas, depuis hier ou avant-hier qu'on a promulgué, je n'ai pas entendu les ténors de l'ancienne opposition ou des ténors politiques s'élever contre cette situation. Je crois qu'ils sont partis d'échec en échec. Ils voient que les choses sont en train de se consolider autour du pouvoir de la transition. Simplement, quand j'ai lu le texte, tu viens de le dire, on l'avait dit qu'il était le président de la République. Mais dans toute la charte, on parle de président de la transition. Ils n'ont pas parlé du président de la République. Et donc, si on voit l'évolution aussi de tout, il y a deux choses. On dit que la transition va prendre fin avec l'élection du président de la République. L'élection du président de la République précédera ou viendra après les élections municipales législatives, ça, on n'arrive pas à déterminer. Pour le Sénat, par exemple, là, peut-être qu'on peut le faire, même avant que le président soit élu, mais parce qu'un tiers du Sénat, il est prévu qu'un tiers du Sénat soit nommé par le président de la République. Là, ça pose un problème. Mais dans tous les cas de figure, ils ont balisé les terrains, ils ont rendu moins abrupt, ils ont essayé de recoller les morceaux entre la Constitution et la charte et pour les rendre compatibles et pour éviter tout ce débat de caniveau auquel on assistait. Oui, pas caniveau, mais quand même. Moi, je voudrais quand même dire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important. On dit que quand on veut cacher quelque chose à un Africain, on le met dans les livres. Beaucoup de personnes n'ont pas suffisamment bien lu la charte. Et vous avez dit que la charte, on a apporté la charte pratiquement au même niveau que la Constitution. Non, on l'a rendue compatible. Compatible avec la Constitution. Et en cas de conflit, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui prévaut. L'article 2 de la charte, ils ont cité un certain nombre de points comme mission de la charte. Et le point 9, ils ont dit la mise en évidence efficiente des recommandations des assises. Ce n'est pas la charte qui avait parlé du maintien du président, de la transition pendant ces 5 ans-là. On disait dans la charte que la transition finissait avec l'organisation des élections. Et c'est ce point 9-là qui est vraiment ressorti et qui a ravi la vedette à tout.
celui qui comprendra, comprendra. Ce sont les recommandations des assises nationales qui étaient dans les chartes, qui a donné au président de la République de se maintenir encore pendant 5 ans et même renouveler. C'est ça. Ok. C'est bon? Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, c'est tellement... Pourquoi on n'était pas venu on n'a pas discuté de la charte. Donc, oui, mais pour la fin, j'ai 2 mots à dire. Allez-y. Je dirais que personne n'a une expérience du futur. Ce qui va se passer demain, on ne le sait pas. On essaie de prévoir. On essaie de prévoir, de faire des suppositions et tout ça. C'est comme un comédien guinéen qui disait que l'homme est dans son programme, Dieu aussi est dans son programme. Donc, je dirais qu'on peut quand même formuler des vœux pieux pour que le président de la République mène à bien ce projet-là, qui est tellement difficile. Lui-même, je le vois, il me fait... Non, ça va aller. C'est un commandant des forces spéciales. Oui, non, vraiment, il me fait beau parce que c'est difficile, quoi. Être malien, c'est avoir un CV. Le CV de chacun de nous, vraiment, peut être transporté par un avion Airbus 380. Le malien, c'est tout, mais c'est pratiquement beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tutologues chez nous et souvent, on n'est pas tolérant. Ça va aller. Je n'avais pas répondu à la question pour l'avenir. Ok. En tout cas, ils ont balisé le terrain pour que l'avenir puisse progresser et aller vers la fin choisie au moment qu'eux-mêmes auront choisi. Maintenant, personne ne peut présager des événements qui pourront interférer entre-temps. Merci beaucoup, chers auditeurs, chers fidèles téléspectateurs de Gandi Malien TV. Nous étions accompagnés de nos 2 éminents experts du Sénégal à la Côte d'Ivoire et pour finir ici chez nous-mêmes au Mali. Et même les États-Unis, nous avons essayé de passer en revue un peu l'actualité internationale pour finir avec l'actualité nationale. Nous espérons vous retrouver sans doute le vendredi prochain pour un autre numéro. Ça va dépendre, ça serait quoi le sujet au sommet de l'actualité nationale, voire même de l'actualité internationale. Nous vous remercions, Dr Sila Traoré, pour avoir passé. Nous vous remercions également les doyens, l'inspecteur à la douane. Merci beaucoup. Le 9 juillet, c'était mon anniversaire. Le gâteau viendra et comprenez, souvent il faut pousser, il y a des questions que il faut souvent pousser vraiment nos 2 experts à aller au bout, à développer certaines choses, d'où la nécessité de poser certaines questions. Ça les pousse parce que nous avons beaucoup à tirer d'eux et nous pensons que les semaines, les mois, voire les années à venir, nous allons tirer beaucoup d'eux. Merci beaucoup. Chaque jour est une chance. Restez branchés sur Gandi Malien TV. Merci. Merci.